J'ai aujourd'hui le privilège d'être avec Susanna, une femme aux 1000 talents. Si elle travaille aujourd'hui derrière un ordinateur, elle aurait très bien pu participer à Top Chef ou toute autre émission culinaire. Susanna va nous apporter aujourd'hui son grain de sel et nous dévoiler les coulisses du métier de chef à domicile. Hello Susanna, je suis ravie de te retrouver pour ce premier podcast. On va échanger ensemble sur ta carrière. Avant de commencer à te poser des questions, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Oui, avec plaisir. Bonjour Mélissa, moi aussi je suis ravie d'être sur ton podcast aujourd'hui. Écoute, je m'appelle Susanna de la Puente, j'ai 31 ans, je suis anglaise péruvienne. Ma maman était anglaise, mon papa est péruvien. Et je suis en France depuis ma naissance, même si je suis née en Angleterre et je suis fière d'être anglaise. Ça, c'est beau. Alors, on a pu travailler ensemble pendant quelques années. On est amené à travailler aussi aujourd'hui en ressources humaines. Mais je crois que tu as une ancienne vie, malgré ton jeune âge. Et il me semble que tu as été chef à domicile. Effectivement, j'ai un parcours assez atypique, sachant que j'ai fait des études dans le tourisme avec un bachelor et un master 2 après sur Paris en stratégie d'entreprise, donc rien à voir. Et j'ai toujours eu cette appétence de cuisiner. Dès que j'avais 8 ans. Et justement, alors je te coupe un petit peu par rapport à ça, par rapport à tes études en tourisme et ensuite en stratégie d'entreprise, est-ce que tu avais un objectif professionnel en tête à l'époque ou pas du tout ? Ouais, j'avais un objectif professionnel, rien à voir, je voulais être consultante financière chez Rothschild. C'était très précis. C'était très précis. J'avais même fait un stage d'études et un job d'été chez Rothschild. Ouais. Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas du tout moi. Et c'est là où j'étais complètement perdue parce que c'était au moment où il fallait que je rentre à l'université. Oui, effectivement. Et je savais pas du tout quoi faire. Et donc, je me suis dit, je vais prendre une option assez easy. Je vais faire de l'étude d'événementiel et de tourisme. D'accord. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis après je suis venue sur Paris après mon université à Oxford et je me suis dit je prends le premier boulot qui vient. J'ai travaillé dans une chocolaterie, après j'ai travaillé dans une agence de com et après j'ai travaillé pendant presque 2 ans chez Maille pour la moutarde. D'accord, ok. Tout en mêlant bien évidemment le fait de faire des dîners à domicile pour des clients. D'accord, et alors justement par rapport à ça je reviens puisque dans mon enthousiasme, je t'ai coupé pour que tu parles un peu de tes études. Tu disais que tu avais toujours eu cette appétence pour la cuisine. Et ça t'est venu comment ? Est-ce que c'est depuis que tu étais petite ou est-ce que tu as eu un déclic peut-être ? Alors en fait, depuis mes 7-8 ans, ma maman malheureusement, pour venir aux besoins de mon frère et moi, parce que c'était une maman seule, elle devait travailler énormément et prenait plusieurs travails en même temps. Et donc nous, les étés, on passait notre temps en Angleterre, chez notre grand-mère, qui habitait vraiment au milieu de nulle part. Alors oui, il y avait une petite ville sympa, mais tu vas pas faire ça tous les jours. Donc je cuisinais beaucoup avec elle, sachant qu'elle est anglaise, mais elle a quand même fait ses études parce que c'était une prof de français, ma grand-mère. Et d'accord, donc en fait, déjà, malgré tes origines anglaises, tu avais déjà un premier contact avec la France. Elle aimait vraiment la gastronomie. Avec ta grand-mère. Elle aimait beaucoup la gastronomie française. Après, je suis très fière aussi de quelques-unes de nos recettes anglaises que je continue de faire. Et que alors là-dessus, permets-moi de te couper, mais quand on parle de gastronomie, je pense que comme toute française, je ne pense pas à l'Angleterre, et pour moi l'Angleterre, on va dire que j'associe ça à de la gelée, à du pudding, et je pense aux sortes de choses qu'on mange en Écosse, donc c'est pas l'Angleterre, mais bon. Ah ouais, vous êtes un petit peu loin dans vos pensées. Il y a des super recettes salées comme sucrées. Surtout les rôtis, ça vient de chez nous, hein, le rôti de gigot d'agneau avec tous ses accompagnements. On a aussi des super bonnes recettes de tourtes salées. D'accord. Le fish and chips, quand c'est super bien fait, c'est à tomber par terre. Effectivement, c'est voilà. vrai.
Et puis après, le pudding, c'est parce que vous nous référez à ça, comme nous, on vous réfère à vous manger des escargots voilà, et ou des les cuisses grenouilles. de grenouille. Voilà, Exact. et c'est pas quelque chose que vous mangez tous les jours. Donc, non, il y a énormément de recettes, on s'est beaucoup modernisé. Mais c'est vrai que voilà, dès mes 8 ans, je passais tous mes étés à cuisiner et parfois on pouvait faire 10 recettes par jour. Après, bon, on essayait de donner aux voisins ou on stockait dans le congélo le lendemain. Et c'était toujours avec ta grand-mère, ça? Toujours avec ma Et grand-mère. est-ce qu'il y a une recette peut-être qu'elle a pu te faire qui t'a vraiment éveillé, on va dire, les papilles et où tu te dis mais oui, moi aussi j'ai envie de faire ça. Ouais, alors c'est une recette qui est assez bizarroïde pour les Français parce que je l'ai fait à Noël pour mes beaux-parents et mon conjoint et quand je l'ai sorti du four, ils m'ont rigolé au nez et limite ne voulaient pas le goûter et ça m'a hyper vexée parce que c'est mon dessert préféré. Alors vas-y, balance-nous tout. Je te balance le nom en anglais? Allez, vas-y. Ok, ça s'appelle Bread and Butter Chocolate Pudding. Ok, alors je vais essayer de le dire. Bread and butter and chocolate pudding. Yes. Et c'est pas du pudding. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est justement? En fait, il faut déjà savoir que le mot pudding, ça veut dire dessert pour nous en anglais. D'accord. Do you Merci. want a pudding? Est-ce Je que viens tu veux un d'apprendre dessert? quelque chose. Voilà, donc il faut pas se dire qu'à chaque fois qu'on dit pudding, c'est ce fameux gâteau avec les raisins tout durs, etc. C'est exactement ce que je connais. Ben, en fait, c'est une recette qui est à base de pain. D'accord. Avec des raisins confits, du rhum, du chocolat, de la crème. Et en fait, on met tout ça dans un récipient. Le pain de mie est coupé en triangles. On badigeonne tout ça de cette super bonne sauce au chocolat avec le rhum, le raisin, la crème, le sucre, le beurre, etc. Mais c'est très léger comme C'est dessert. extrêmement léger. C'est pour ça qu'on le fait l'hiver. Et on le cuit au four. D'accord. Et donc après, c'est comme une sorte d'espèce de gâteau, mais gâteau un peu liquide aussi, parce que c'est un peu un mi-cuit. Et c'est juste à tomber par terre. Et il y a la version originale qui est avec de l'écorce d'orange et des oranges. D'écorce d'orange, pardon, et des raisins. Bon, alors, comme ça, je suis pas forcément enthousiasmée, mais par contre, merci d'avoir détaillé ce petit souvenir. J'ai l'impression d'être dans un petit cottage anglais avec un plaid, ta Comme grand-mère dans et The toi. Holiday, le Voilà, film. voilà. Donc merci pour ce petit retour en enfance que t'as partagé. Donc voilà, tu disais que c'est ta grand-mère qui t'a donné le goût. Dès 8 ans, t'as pu commencer, mais il y a quand même, on va dire, un grand gap entre avoir cette passion qu'on développe avec sa grand-mère. Par exemple, je l'ai aussi, mais je suis pas devenue chef à domicile. Comment t'as eu cette occasion et cette opportunité? Comment ça s'est présenté à toi? Alors, j'ai suivi jusqu'à, on va dire, mes 20 ans. Voilà, j'ai cuisiné énormément chez ma mère parce qu'elle n'avait pas le temps de cuisiner pour nous. J'ai inventé beaucoup de choses. Je fouillais tout le temps dans les placards. Je me faisais engueuler parce que forcément, je prenais des choses qu'il ne fallait pas que je touche. Oui, je connais et que très je bien mettais pas ça. sur la liste de courses. Parce C'est qu'à pas bien, chaque fois, Susanna. c'était si tu prends, tu remets sur la liste. Et donc, je me suis éclatée comme ça. Et en fait, je voulais pas vraiment faire une école hôtelière spéciale cuisine, mais je l'ai faite. Ça faisait partie de mon parcours de bachelor. Et c'est là où je me suis dit, D'accord, ok. donc là je te coupe encore, mais en fait dans ton bachelor de tourisme, Ouais. il y avait une partie orientée hôtellerie et donc Exactement. restauration. D'accord. Hôtellerie, restauration et accompagnement des mets et des vins. D'accord, je pensais pas du tout qu'il y avait ça dans un cursus tourisme. Alors, ça s'appelle tourisme mon cursus parce qu'au final, au début, j'étais vraiment dans un cursus hôtelier, vin, restauration. Oui. Malheureusement, j'ai eu un grave accident de voiture qui m'a fait perdre mon année que je devais faire à l'étranger dans un hôtel. D'accord. Et donc, du coup, j'ai dû changer de cursus pour pouvoir valider mon bachelor et j'ai terminé en tourisme. D'accord, ok. Voilà. Merci, c'est hyper clair. Mais je suis restée vraiment axée restauration et c'est pour ça que j'ai voulu continuer à travailler dans la gastronomie. Mais je savais déjà que je ne voulais pas travailler dans un restaurant parce que j'ai un caractère et que je n'aime pas avoir des personnes trop au-dessus de moi pour me dire et me diriger ce qu'il faut faire. L'autorité, c'est Voilà, ce que tu c'est préfères. pas ce que je préfère, sachant que moi je suis très autoritaire également, que ça soit avec moi-même aussi, hein, voilà. Et donc j'ai commencé à me dire, ok, je vais essayer de trouver, voilà, peut-être des groupes sur Facebook, des startups qui En commencent fait, tu étais hyper active dans ta démarche où tu savais que tu voulais vivre quelque part de la cuisine. Et donc, tu as été proactive et tu as En fait, osé, quoi. je voulais cuisiner pour les gens. D'accord. En fait, moi, ce que j'adore, c'est même quand je suis qu'avec mon conjoint, j'adore cuisiner pour lui. J'adore j'adore voir le sourire sur les gens à travers la nourriture. Oui, je pour moi, la comprends. nourriture, c'est la vie. C'est comme ça je pense qu'on remplit nos sauts d'humeur ou quand on est triste, etc. Ben, bon plat. Et donc, du coup, j'ai commencé à me renseigner. J'ai travaillé pour une start-up où je proposais des plats que je cuisinais chez moi, qu'on venait récupérer pour
pour un prix très, on va dire, dérisoire, dérisoire et donc accessible. C'était un peu une fricherie privée, quoi. Ouais, j'étais une fricherie privée et donc on pouvait choisir entrée plat ou plat dessert. D'accord. Je faisais ça une fois par semaine, le dimanche. Et tu proposais plusieurs types de plats? Non, c'était un seul plat. D'accord, c'était un plat. Et donc en fait, via cette start-up, les gens pouvaient s'inscrire sur le menu qui leur correspondait et ils venaient chercher leur barquette. En fait, tu étais la chef dédiée de cette start-up qui mettait en fait en relation peut-être des particuliers ou des entreprises qui cherchaient des plats. C'était au lieu de passer par Uber, Deliveroo, etc., qui n'étaient pas encore à ce moment-là, je parle de ça d'il y a 10 ans. Oui. Ouais, les gens venaient chez toi, récupérer la barquette, ça permettait de rencontrer du monde, etc. Et ça se faisait du bouche à oreille. Et ça, donc, c'était où? T'étais dans... Alors, parce que je crois que tu as vécu dans le sud de la France. Ouais, c'était dans le sud de la France non, j'étais déjà sur Paris. D'accord. J'étais sur le Valois, quand j'habitais sur le Valois, et j'avais des gens de tout Paris qui venaient chercher leur barquette. Et donc, parfois, je faisais 5 portions, parfois, je faisais 15 portions. Donc, je m'éclatais à faire ça. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé via mon ex-compagnon, son beau-père qui travaillait pour une grosse structure dans l'eau, qui m'a proposé une fois de faire un dîner chez lui parce que lui, à chaque fois, devait recevoir des personnes. Et le restaurant, c'est sympa, mais quand tu es chez toi et que tu peux juste mettre les pieds sous la table et tu peux apprécier vraiment une très bonne bouteille de vin, que tu n'as peut-être pas forcément envie de dépenser ça dans un restaurant, il m'a contacté, j'ai fait un dîner et ça a duré pendant 1 an et demi où j'ai fait un vendredi par mois chez cette personne dans Paris. Alors Susanna, vu qu'on est en mode confidence, je pense que cette personne avait les moyens d'accueillir beaucoup de personnes. Alors, il accueillait pas forcément beaucoup. C'était entre 6 à 8 personnes, grand maximum. Parce que moi, en plus, je finissais le travail le vendredi et j'allais chez lui et je devais tout préparer directement sur place. Mais ce qui était cool avec lui, c'est que j'avais pas besoin de faire le service. D'accord. Je préparais tout. C'est lui qui servait après. Alors, j'ai une question justement par rapport à ça. On va dire par rapport au quotidien, puisqu'avec cette anecdote c'est très bien parce qu'on peut s'imaginer à quoi peut ressembler ton quotidien un vendredi soir en tant que chef à domicile. Comment ça se passe? C'est que une semaine avant tu es contacté, on te donne ses goûts, enfin on te donne nos goûts pardon, ou c'est toi qui proposes quelque chose? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a on va dire des consignes, un processus type? Alors non, franchement j'étais champ libre. Je lui proposais donc déjà après chaque vendredi, le lendemain je lui envoyais un message et je lui dis voilà, quelle date tu penses faire le mois d'après pour que moi je puisse bloquer mon vendredi soir. J'étais jeune donc j'aimais aussi sortir, donc il faut dire ce qui est vrai, et au moins je pouvais me dire ok, ce soir-là dans mon agenda c'est bloqué. Mais t'inquiète pas, je reviens vers toi une semaine avant pour qu'on définisse le menu ensemble. D'accord. Et en fait, il m'a toujours dit, franchement, je te fais confiance, propose-moi un menu, te tracasse même pas à me faire 2 choix, etc. Je veux juste que ce soit frais et de saison. D'accord, donc t'avais champ libre en fait. Ah ouais, j'avais champ libre et j'avais budget libre. Ah. Après, je faisais pas homard, caviar, tout ça, mais tu pouvais te faire plaisir par rapport aux légumes, aux mets, au vin. Est-ce que c'est toi également qui choisissais le vin ou tu faisais ton menu en fonction des vins qu'il avait? Comment ça se passe? Alors, le vin, il voulait pas que je m'en occupe parce qu'il avait une grosse cave à vin, mais il voulait le menu. Et une fois qu'on validait le menu, je lui disais voilà, j'ai fait aussi des études. Après, je suis pas non plus la meilleure des sommelières, mais je lui disais tel type de raisin peut aller avec ce vin et ce mets. Voilà, comment tu peux associer. Et puis après, lui, il se faisait plaisir pour sortir. Oui, tu lui donnais en fait pas des lignes de conduite, mais quelques guidelines. Et après, il pouvait suivre. Et puis, je pense que tout le monde sait, quand on mange ce type de poisson ou de viande, on est plus vin blanc ou vin rouge. Oh, Susanna, après, franchement, il faut pas... Susanna, ne surestime pas, parce que par exemple, moi, je ne sais pas, je saurais juste que viande blanche et poisson, généralement, c'est du vin blanc. Et viande rouge, c'est du vin rouge. Ouais, mais parfois, tu peux changer un peu la donne. Eh bien, voilà, tu vois, tu m'apprends des choses, et j'aurais encore beaucoup à apprendre, mais vu que je n'aime pas le vin, c'est déjà la première étape, apprendre à aimer ça. Mais d'accord, merci en tout cas pour cet exemple-là. Est-ce que c'était ton seul client à l'époque ou est-ce que tu as eu d'autres clients? Est-ce que tu as peut-être des anecdotes ou des choses un peu funky
à nous dévoiler Alors, pour cet épisode. à ce moment-là, c'était mon seul client. En contrepartie, je travaillais toujours chez Maille pour la moutarde. Et un été, pendant ces 2 ans, je suis rentrée chez moi dans le sud parce que je suis originaire du sud. J'avais plus de mission chez Maille parce que j'étais en intérim. Et pendant tout le mois d'août, ils n'avaient pas besoin de moi parce qu'ils fermaient la boutique. Donc, je me suis retrouvée à rien faire. Je suis descendue dans le sud pour profiter. Et ma mère, qui était prof de langue, m'a demandé si je pouvais l'aider sur 2 clients parce qu'elle était full. Donc 2 clients qui ne sont pas non plus n'importe quel client. Susanna, dis-nous. Une des familles, c'était une famille typique russe avec tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi en faire et qui louaient une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat où voilà, je donnais des cours d'anglais à des enfants de 5 ans, des cours, tu fais des jeux quoi, jouer à la poupée, on faisait des puzzles, mais le but c'était de faire de la conversation en anglais. Et puis le deuxième client, c'était sur un yacht. Alors déjà là, déjà tu me vends du rêve, surtout que dehors en ce moment il fait très froid. Oui, c'est vrai. Donc là je vois le soleil, le yacht. Non, c'était très sympa de pouvoir faire course sur un yacht. Après, c'était pas une famille facile, avec une famille qui vient du Kazakhstan. Et c'était quelle famille, Susanna? La famille présidentielle. D'accord, très bien. Donc en fait, tu as côtoyé le président. J'ai côtoyé le fils du président avec sa femme qui lui avait 2 enfants à qui je donnais cours. D'accord, très bien. Mais moi, à cet âge-là, je m'en foutais vraiment quoi de qui ils étaient. Et puis, franchement, vu l'attitude qu'ils avaient, moi, je montais, je faisais mon cours et je partais, quoi. D'accord. Franchement, pour te dire, je récupérais l'argent, j'étais contente. Oui, c'était mon job d'été. Bon argent de poche. Très bon argent de poche. Et j'ai fait ça pendant 3 semaines. Et je n'avais jamais vu la mère pendant les 3 semaines. Je voyais plus on va dire, le butler ou le staff. Et le dernier jour, elle est venue me voir en disant, voilà, mes enfants t'ont adoré, c'était super, que fais-tu dans la vie? Donc je dis, voilà, j'habite plus ici, j'habite sur Paris, je fais ça, mais c'est vraiment juste en attendant de trouver, parce que je voulais vraiment rentrer dans l'événementiel. Donc en attendant, je travaillais chez Maille, il me fallait un gagne-pain. Et elle m'a proposé de venir je l'ai rencontrée en août, elle m'avait proposé pour janvier d'après de venir être moitié, on va dire, pas nounou, mais prof à domicile pour aider les 2 enfants qui étaient purement anglais à faire les devoirs. Et le reste du temps, de cuisiner pour eux, pour la famille. D'accord. Mais au Kazakhstan. Donc là, tu es en train de me dire que en 5 minutes, tu as une proposition d'offre d'emploi. Je suppose tout frais payé, nourri blanchi. Bien sûr. Pour le fils du président kazakh. Oui, mais j'ai dit on Et verra. t'as dit ouais. J'ai dit on verra. Oui. D'accord. Non, j'ai pas dit okay. oui. J'ai dit on verra. Moi, tu me montres rien sur papier, j'accepte pas. C'était oralement. J'ai dit ok, cool. Et puis je me suis dit bon, vu comment elle est, c'est du gros pipeau. De toute façon, j'aurais jamais de contact avec elle après. J'avais pas son numéro, elle avait pas mon numéro. Elle traitait ça avec ma mère. Et puis eux venaient une fois dans l'année sur Beaulieu dans le sud. Et puis après ils rentraient au Kazakhstan. Donc figure-toi qu'en novembre, je reçois un message sur WhatsApp d'elle qui me dit alors est-ce que tu as réfléchi, je voulais établir le contrat. Et là, prise de panique, j'étais là genre quoi. Et surtout que le Kazakhstan, enfin, on ne connaît pas ce pays. Moi, je connaissais pas, je connaissais vraiment pas sur ce pays. Je ne savais pas s'il y avait des Français là-bas. J'allais à Astana, à la capitale. Quand j'ai vu sur les photos, on aurait dit Dubaï, mais en hiver, il fait du moins 45. Ah oui, le changement est radical. Voilà, je pars, on parle pas anglais, c'est une autre langue, une autre culture, enfin. C'est surtout que c'est une dictature. C'est très différent la culture. Et ma mère m'a dit allez, vas-y, tu vas jamais gagner comme ça de ta vie. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas réussi à avoir ce même salaire parce que c'était dérisoire. Et c'est grâce à elle que j'ai pu avoir tout ce que je voulais sur papier. J'ai joué le jeu, je suis partie en janvier et je me suis retrouvée au Kazakhstan, je crois que c'était le 11 janvier, récupérée à l'aéroport par les gardes du corps. En plein hiver. Ouais, il faisait moins 45. D'accord, garde du corps. Donc déjà, je pense que ça te plonge vite dans le décor. Passeport pris de ma main et pas rendu pendant une semaine. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais jamais pouvoir rentrer. C'est digne d'un film, ce que tu es en train de nous raconter. Je pleurais la première semaine parce que je dis à ma mère, mais... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'a pris mon passeport? C'était pas le deal. Je savais que j'allais être emprisonnée dans ce pays. Tu t'imaginais, je pense, des choses, le scénario de catastrophe. Ils m'ont rendu le passeport. C'est juste qu'il y avait plein de papiers à faire, etc. Et j'ai tenu 6 mois. C'est énorme, avec 6 mois quand même. Ouais, j'avais des allers-retours tous les mois. Donc en fait, t'as tenu entre janvier et juin. Et l'été, ouais. en fait. Et alors justement,
clairement, je me dis, Kazakhstan, j'ai une curiosité en tant que grande gourmande que je suis. Est-ce que, en tant que chef à domicile là-bas, tu as dû t'inspirer de la cuisine kazakh pour leur proposer des plats peut-être kazakhs, ou est-ce que tu avais champ libre? Comment, on va dire, ça s'est passé de façon assez générale? Franchement, il fallait que je m'adapte un peu à leurs recettes parce que je faisais petit déjeuner, déjeuner et parfois le dîner. Il fallait que le déjeuner, il y ait toujours une soupe. Donc une soupe de mon choix, ça pouvait être un velouté tout simple de légumes ou ça pouvait être les soupes un peu kazakhs style borsch. Donc super bon avec des gros morceaux, etc. Après, j'avais champ libre. Mais après, au Kazakhstan, tu trouves pas toutes les mêmes choses qu'en France. Oui, il n'y a pas autant de légumes et de fruits, vu la rigueur de l'hiver. Si ça va, parce qu'ils arrivent à bien conserver les choses, etc. Mais tout coûte extrêmement cher. Et puis, tu as énormément de choses qui sont importées. Et puis, la maman, elle avait fait ses études aux États-Unis. Et donc, elle avait eu cette culture un peu américaine, parfois même européenne. Et donc, elle aimait bien aussi la nourriture bien française. Donc, c'était toujours un défi d'aller chercher les produits. Je veux dire, je m'en rappelle une fois, je suis allée dans un magasin. Alors, ça ressemblait même pas à un magasin. Hein, c'était vraiment juste un local avec des étagères. Et en fait, c'était une épicerie fine française à Astana. Waouh. Le comté Entremont que tu trouves à 3,50 € chez Monoprix. C'était 3 fois plus cher. C'était 50 €. Et parfois, un soir, elle m'avait demandé de faire un plateau de fromage parce qu'elle avait envie de faire une soirée fromage. Et j'en ai eu pour presque 300 € pour 6 fromages. Ah ouais, c'était énorme. Mais au petit déjeuner, il fallait qu'il y ait du caviar, par exemple. Au petit déjeuner. Au petit déjeuner. En fait, quelque part, il y avait des caprices. C'était pas des caprices, mais des envies c'était leurs particulières Mais après j'ai pu m'éclater sur des plats, des salades parce qu'après c'est vrai qu'il faut savoir aussi qu'à partir de mars la neige fond et il fait une chaleur à Astana. Quand tu dis chaleur, c'est 35 ou c'est même c'est 35-40 degrés. Oui, c'est un climat continental, je crois, donc ça va être très extrême. Exactement. T'as pas vraiment le passage doux. Le printemps, on connaît presque pas. Voilà, quoi. mais c'est sympa parce qu'au moins tu vois les deux choses et puis tu peux changer avec les saisons, les produits, etc. Et puis après, j'étais pas la seule cuisinière, j'avais une autre personne qui était vraiment pure kazakh et elle m'a appris des recettes, dont une que si je pouvais manger ça tous les jours, mais je mangerais ça tous les jours. Dis-moi quel est ce plat que tu as pu découvrir au Kazakhstan. C'est des petits raviolis qui sont faits vraiment qu'à base de farine et d'eau. Donc on fait la pâte. C'est fait en forme de lune qu'après on fait quand même un petit nœud. Donc en lune avec un nœud et on fourre de citrouille. Ça de citrouille, de courge, c'est avec des petites épices, c'est vraiment très très bon. Après tu peux le faire aussi avec de la viande, mais la viande là-bas c'est le cheval en premier. C'est vrai? Ouais, ils mangent beaucoup de cheval là-bas, c'est des gros consommateurs de cheval. Alors je pense qu'il y a des personnes qui entendront qui ne vont pas apprécier, mais chaque pays a ses particularités. Ouais, alors moi j'ai pas voulu goûter, sauf que il faut savoir aussi à Astana, je fais une petite parenthèse, que tu as l'entreprise Alstom qui construit tous nos trains en France. Oui. Donc il y a énormément de Français en fait au Kazakhstan. Moi je m'étais mis sur un groupe Facebook d'expats. C'est pour ça aussi que j'ai réussi à tenir 6 mois parce que je me suis fait des super amis. Tous les week-ends on faisait des trucs ensemble. Et ils m'ont fait une blague, ils m'ont amené dans un resto kazakh en me disant que j'avais un ragoût de bœuf et en fait c'était du cheval. Et t'as adoré, je suppose. Ou pas? Ou t'as senti que c'était pas forcément du bœuf? C'est pas que j'ai senti que c'était pas du bœuf, c'est juste que par rapport à la sauce et les trucs dedans, c'était pas mon truc préféré. D'accord. Tu vois, j'ai des ragoûts que je préfère en France. Et ils m'ont dit, mais bravo Suzy, t'as bouffé du cheval. Et j'étais là, quoi? J'ai cru que j'allais vomir, quoi. Et en fait, ils m'ont expliqué que on va dire qu'il y a 2 parties de chevaux. Au Kazakhstan, t'as le cheval emblématique qui représente vraiment comme en Inde la vache. Oui. C'est sacré. D'accord. Donc, t'as les chevaux qui sont hyper ça va bien être des traités. Étalons, à mon avis, non mais c'est magnifique, t'as des purs sangs, ils font des compétitions. Ils sont très beaux puis, et un peu vénérés. Ils sont super bien traités, quoi. Je veux dire, quand t'as un cheval, c'est comme si t'avais un enfant, quoi. Oui. Et après, t'as les chevaux pour l'élevage et pour la nourriture. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors peut-être pas, là je vais peut-être un petit peu loin, mais est-ce que tu sais pourquoi c'est la première viande et pourquoi pas le bœuf? Je pense pas. Parce que de 1, il y a très peu de vaches au Kazakhstan. D'accord. Et il y a beaucoup plus de chevaux. Après, on est aussi à côté d'un pays, la Chine et la Russie. Donc, je ne sais pas trop comment eux, ils mangent en consommation de bœuf. Mais en tout cas, c'est aussi une viande qui est beaucoup moins chère. D'accord. Et il faut savoir qu'au Kazakhstan, surtout à Astana, tu as soit l'extrême pauvreté
ou soit l'extrême richesse. D'accord. T'as vraiment Ok. pas entre deux. Je comprends. Donc, Mais alors, bon, on a un petit peu dévié, mais je retourne retourne à tes mon plat. petits Donc, raviolis. une fois que ces raviolis sont confectionnés, bon, on les fait cuire dans l'eau, bien évidemment, 2-3 minutes. Et en fait, ce qui est super bon, c'est de manger ça avec une crème fraîche un petit peu acidulée qu'on met par-dessus. Et on rajoute la sauce un petit peu sucrée salée thaï. D'accord. Super bonne, là. Et tu manges ça. Ça tellement Franchement, bon. c'est un gros Et kiff. bien chaud. Et on peut pas faire ça en soupe, par exemple? Alors, Les mettre dans une soupe, tu non? peux le faire en format de borsch, la soupe un peu kazakh, D'accord. où tu as du chou rouge, des morceaux. Alors, eux, ils préfèrent mettre des petits morceaux de viande de bœuf en petites boulettes, D'accord. des grosses carottes coupées comme ça, des morceaux de tomates. C'est vraiment très très bon. Je crois que j'aurais besoin de ça. Ça, franchement, moi, surtout en ce moment. Moi, ça fait, depuis que je suis rentrée du Kazakhstan, tous les hivers, je fais du borsch. C'est vrai. Ouais, Et tu tous refais les aussi hivers. les petits raviolis? Alors non, j'ai pas la main pour faire ça. D'accord. Est-ce que c'est un nom particulier, justement, ces raviolis? Oui, mais je m'en rappelle plus de ce nom. D'accord. Merci, Suzy. Voilà, mais Merci, je Suzy. promets, je vais le chercher sur internet parce que c'est facile à trouver. Mais il faudrait que, franchement, je poste un message sur les groupes Facebook là, énormes qu'on a sur Paris et Je dire, pense. est-ce qu'il y a un Kazakh dans le coin qui sait faire ces raviolis là? Parce que C'est ça me une manque. bonne idée et le rendez-vous est pris la prochaine fois qu'on se Ah voit. ouais, J'aimerais bien avec que tu fasses plaisir. ces raviolis. Mais merci en tout cas d'avoir partagé cette anecdote qui nous a permis de voyager. Et là, clairement, en fait, on va dire que ta passion pour la cuisine, ça commence en Angleterre, ensuite tu arrives en Île-de-France, alors que t'es pas originaire de là, ça t'emmène aussi dans le sud de la France, au Kazakhstan, tu reviens à Paris. Par rapport au quotidien que tu avais en tant que chef à domicile, puisque tu as arrêté entre-temps, je te demanderai peut-être tout à l'heure pourquoi, mais est-ce qu'il y avait des contraintes? Et pour parler un petit peu vulgairement, est-ce qu'il y a des choses qui étaient reloues, en fait? Ou un aspect que t'as pas forcément aimé, ou tu t'es dit, ouais, ça, Pas c'est parce vraiment. que je préfère, quoi. Pas vraiment. La seule chose où j'étais hyper déçue, c'est que du jour au lendemain, le client que j'avais pendant 1 an et demi m'a plus répondu. Mais du jour au lendemain. Et j'ai essayé de relancer et tu te dis c'est super dommage quoi parce que c'est un métier comme un autre qui doit être respecté. Et voilà, moi j'ai travaillé aussi dans l'association de Paul Bocuse avant de venir chez Valtech pendant 2 ans et demi. Alors, attends. Ouais. Tu as prononcé, je pense, un nom qui Ah, parle le à Graal. tout bon français. Tu as travaillé dans son association, mais ma question est-ce que tu l'as rencontré? Oui. J'ai eu de la chance de le rencontrer 2 semaines avant qu'il meure dans son propre restaurant à Collonges. Waouh! Donc en fait, grâce à ton métier et ta passion pour la cuisine, tu as été au Kazakhstan dans une dictature et en plus tu as rencontré Paul Bocuse. Oui, après j'ai rencontré aussi beaucoup d'autres chefs grâce à l'association. Excuse-moi, Susanna. Et j'ai pu manger dans des lieux où je pense que jamais je pourrais me le payer moi-même. Mais c'est vrai que je trouve que le rôle de cuisinier, donc pâtissière ou chef à domicile, de temps en temps c'est un petit peu dénigré. Et c'est vrai que c'est un monde qui est très difficile parce que tu fais des horaires en décalé, tu n'as pas des horaires de bureau, il faut donner de son temps. Parfois, tu peux dire à quelqu'un, je vais être 3 heures sur place, mais au final, t'en restes 5 et t'es payé pareil. Parce que c'est à toi aussi de savoir comment tu peux organiser tous tes repas, etc. Il y a beaucoup de contraintes aussi. T'as le déplacement, il faut aussi être créatif. Donc, moi, c'est une passion que j'adore. Là, honnêtement, j'ai plus vraiment le temps de le faire. Oui. Mais ça te manque parfois oui, bien sûr. de cuisiner pour les autres? Ça me manque beaucoup. Alors c'est pour ça que dès que avec mon copain on se dit on va inviter des personnes, j'adore inviter chez moi. D'accord. J'adore cuisiner. Hier soir j'ai encore fait un repas et pourtant j'ai fermé l'ordinateur à 8h moins quart et j'avais les invités à 20h30. Waouh! Et j'ai réussi à faire entrée plat dessert. Susanna, t'es merveilleuse. Après, Alors j'ai quand c'est même pas- une question. J'ai une question un peu, alors pas forcément polémique, mais en fait, de l'extérieur, quand on ne connaît pas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de hiérarchie entre les cuisiniers. Et j'ai l'impression, alors je sais pas si je formule bien, mais j'ai l'impression qu'un cuisinier qui travaille dans un restaurant va être un meilleur cuisinier qu'une personne qui est chef à domicile. Je sais pas comment l'exprimer, mais pour moi, et en regardant Top Chef, qui n'est pas forcément une référence, mais j'ai l'impression que tout le monde peut devenir chef à domicile et tout le monde par contre ne peut pas devenir chef dans un restaurant.
Qu'est-ce que t'en penses, toi qui as Non, navigué un peu dans cet environnement? Je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que quand tu fais un parcours et que tu fais des études d'hôtellerie, on a tendance à te placer après dans un restaurant. Puis après, tu as toutes les formations, tu respectes les normes d'hygiène, tu respectes aussi la façon dont il faut cuisiner, la rapidité, comment il faut couper, comment il faut préparer, comment il faut nettoyer, etc. Quand tu es chef à domicile, les restaurants pensent que c'est plus facile parce que tu es chez toi, tu te dis off. Il n'y a personne qui me regarde, j'ai pas cette pression de sortir des plats. Oui. Mais au final, c'est beaucoup plus dur. Parce que t'as pas tous les ustensiles, t'as pas tout. Je veux dire, moi, j'ai pas un four professionnel, donc parfois je peux rater ma cuisson. Quand t'es dans un restaurant, t'as de l'équipement professionnel. Je comprends. Qui peut t'aider. En fait, c'est plus académique quelque part dans un restaurant. Et je me dis que quand t'es seule, la créativité n'a pas de limite. Et justement, par rapport à ça, est-ce que toi, quand tu cuisinais pour la personne en Île-de-France, un vendredi par mois, est-ce que tu as eu des pannes d'inspiration, justement? Ah, franchement, oui, bien sûr, parce que tu fais ça pendant 1 an et demi. Je te cache pas que les 6 premiers mois, j'ai fait les recettes où j'étais le plus à l'aise. Et c'est pas que des recettes anglaises. J'ai aussi mis tout à l'heure que j'ai un papa qui est péruvien et j'ai pu combiner vraiment aussi mon savoir-faire péruvien. Je suis partie 2 fois au Pérou pour rencontrer ma famille. Je me suis éclatée niveau nourriture, c'était trop bien. Ça, c'est vrai. J'étais au Pérou et je fais juste une petite parenthèse. J'étais au Pérou et au Mexique et clairement, j'attendais pas le Pérou sur la gastronomie. Après, en faisant des recherches et en échangeant avec les gens, j'ai découvert qu'en fait, le Pérou constituait une grande école de la cuisine. Mais t'as les cordons bleus au Pérou, hein. Et t'as l'école des cordons bleus, quoi. Et je trouve ça dingue parce que on parle pas du Pérou et en tout cas, on n'a pas l'image du Pérou sur sa diversité culinaire. Mais je me suis pris une claque, c'était énorme. Tu vas pas là pour bouffer des burgers et du gras, hein. C'est vraiment sain. Alors oui, t'as toujours des plats un petit peu gras, mais c'est vrai que le Pérou, culinairement, c'est trop un beau pays. Et donc, les 6 premiers mois, trop facile, etc. Mais après, oui, je te cache pas qu'il y a des soirs où je passais genre 3-4 heures dans mes bouquins à me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Ça, je peux pas, j'ai pas assez le temps. Parce que quand t'es chef à domicile aussi, t'as pas non plus 10 heures pour cuisiner, hein. Il faut que ça soit rapide et efficace. Après, t'as des chefs à domicile qui peuvent tout préparer chez eux, ils emmènent ça en voiture, ils ont leur temps. Moi, j'avais de 18h... chez la personne, t'étais pas chez toi. Voilà, j'étais chez moi de 18h à 20h30. Il fallait que je fasse entrée, plat, dessert et parfois même apéro. Bon, l'apéro, c'était plus souvent lui, mais voilà. En 2h30, quoi. Et en fait, tu faisais la cuisine avec des ustensiles à lui. Et un four qui n'était pas le tien. Et voilà. Là, je me dis, déjà qu'à mon échelle, quand je retourne chez mes parents ou de la famille et que je dois utiliser d'autres ustensiles, etc., déjà s'approprier l'environnement, ça prend du temps. Et pour la cuisson, par exemple, entre les plaques à induction, le gaz, les plaques électriques, c'est un enfer. Alors en plus, il a déménagé 3 fois, ce monsieur. Donc à chaque fois, il me changeait de four, de plaques, etc. Et après, au bout de 2-3 repas, j'ai imposé aussi mes ustensiles. Hein. De toute façon, d'accord. Il ne peut pas te dire non, j'amenais tout. Mais ça, c'est pareil, il faut que tu déplaces tout. Parfois, j'amenais mon robot mixeur parce qu'il n'en avait pas. Voilà. Ah oui, donc quand tu es dans un restaurant, physique, en fait. Ouais, t'as tout ce qu'il faut. Mais après, je suis pas en train de dire que c'est plus physique ou plus dur. Hein. Franchement, c'est équivalent. Et c'est différent, ça va être des contraintes qui sont différentes, quoi. Et qu'est-ce qui fait que, justement... parce que quand on parle, on sent la passion et moi, contrairement aux personnes qui nous écoutent, je te vois, je sens la passion. Enfin, clairement, ça se voit que tu es passionné. En plus, je te connais, donc je sais que c'est une vraie passion qui t'anime. Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté, que tu n'as pas peut-être persévéré, cherché un autre client après que celui-ci t'ait planté, entre guillemets? J'étais en transition de job, je venais de me faire rupture de contrat de période d'essai dans une autre entreprise. Ça m'a vraiment mis le moral à zéro. En même temps, j'ai commencé à vouloir donner des cours de langue sur mes horaires un petit peu plus libres. J'ai un conjoint qui préférait bouffer gras que bouffer des plats. Donc au bout d'un moment, j'ai fait, tu sais quoi, je vais quand même garder cette passion. Mais je le ferai quand j'ai des gens qui viennent à la maison. Et je m'éclate toujours. Regarde, dimanche, j'ai fait 4h30 de cuisine. Non, je trouve ça génial. En fait, ce qui est beau, quelque part, et peut-être qu'on pourra finir un peu là-dessus, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, t'as essayé et t'as pu travailler dans un domaine qui te passionne. Et puis aujourd'hui, t'as gardé cette passion, sauf que vu que c'est une passion,
t'as plus les contraintes associées, puisque tu ne travailles pas dans ce domaine. Après, je te cache pas que pendant le confinement, j'ai mis sur papier 40 000 idées. Je voulais ouvrir mon compte sur Instagram et te proposer des box. Mais on attend, Susanna, on attend. Mais il faut trouver le temps. Il faut trouver le temps parce que j'ai pas non plus, je peux pas travailler 24 heures sur 24. J'ai aussi une vie. Et que j'essaye je peux pas me plier en 4 quoi. Oui, parce que écoute, moi je pense que c'est un verra beau projet. Futur, hein, j'ai 31 ans. Oui, merci d'insister sur ton âge, hein, parce que moi j'ai pas 31 ans. Mais écoute, moi je note tout ça. Donc clairement, ta to-do list après ce podcast sera de me faire goûter les raviolis kazakhs. Et puis après de me tenir au courant de la suite de tes projets culinaires, parce que je suis une grande gourmande. Et justement, pour finaliser, pour terminer cet échange entre nous, alors cela ne s'entend peut-être pas, mais j'ai été malade récemment, c'est l'hiver, j'ai besoin de réconfort intérieur. Et puis je pense qu'on a le ventre qui gargouille toutes les deux. Voilà, et puis il est 13h. Bon, alors clairement, si vous nous écoutez, il n'est pas 13h, mais bon, en tout cas, nous on fait ça sur l'heure de déjeuner. Si tu devais me préparer un plat pour me réchauffer, sachant que je déteste la crème fraîche, qu'est-ce que tu me ferais comme plat? Fais-moi rêver, je ferme les yeux, je t'écoute. Je vais te faire un plat où il y a de la crème fraîche dedans, justement, parce que je pense que je vais réussir à te faire changer d'avis. Ça, c'est beau. Déjà là, tu me donnes envie. Ah ouais. Donc, je vais t'en proposer 2. Comme ça, tu as un côté poisson et un côté viande. Très beau. Mais sur la même base d'ingrédients. Donc, je sais pas si tu connais le fameux volaille de Bresse avec du vin jaune et des morilles. J'ai déjà entendu ça. Pour moi, c'est une recette un peu classique du Jura de France, mais du Jura, ouais. D'accord. Donc ça vient du Jura et c'est vraiment une base crème, vin jaune, un petit peu de beurre et beaucoup de morilles et que tu fais ça. Là, je suis convaincue. Et on peut faire ça avec du poisson. Alors tu peux faire ça avec des énormes langoustes. Ouais, et en fait que tu fais gratiner par-dessus. Alors cette sauce c'est pareil, hein, c'est crème et vin jaune du Jura. Et tu éparpilles ça sur ta langouste. T'es en train de me faire rêver. Avec du fromage gratiné. La langouste grillée, tu sais, c'est... bon, j'ai grandi avec la langouste. Mais t'as bien de la chance. Voilà, tous les 3 ans, je partais en Guadeloupe avec mes parents. Et les langoustes, pour moi... Bon, c'est horrible, hein, mais c'est comme du riz, quoi. De luxe. Bon, quand même pas. Je savais que c'était précieux, mais j'ai pu en manger beaucoup. Et la langouste grillée... avec des morilles. Alors, t'as pas de morilles dans cette recette-là. Ah, il n'y a pas de morilles. T'as la sauce au vin jaune crème fraîche avec du fromage gratiné et t'accompagnes ça d'une super bonne purée. Et t'as tellement de sauce qui badigeonne. Merci, Susanna. Voilà. Écoute, grâce à toi, j'ai voyagé culinairement. Merci beaucoup. Je pense que tu nous as très bien dévoilé la face cachée du métier de chef à domicile. Donc, merci pour ça. Et puis, à bientôt pour un nouveau podcast.